Bonjour à tous, pour cette première vidéo consacrée au traitement d'images, on va s'intéresser à une étape préalable mais indispensable, le pré-traitement de l'image. Et pour des raisons pratiques, pour que les vidéos conservent une durée à peu près raisonnable, j'ai découpé cette première vidéo en deux parties. Donc une première partie qui s'adresse plutôt aux gens qui ne savent pas réellement ce que c'est que le pré-traitement, dans laquelle on va revenir sur les grands principes du pré-traitement, et une seconde partie plus pratique où là on va rentrer dans le vif du sujet et pré-traiter véritablement une image. C'est parti. On va commencer aujourd'hui donc par la partie qui est la moins intéressante pour certains, pour beaucoup même d'astronomes amateurs, c'est le pré-traitement de l'image. Le pré-traitement, c'est quelque chose qui est souvent un peu négligé, peut passer rapidement, on essaye au plus possible de l'automatiser. Il y a quelques scripts et quelques logiciels, qui proposent une automatisation complète du pré-traitement. C'est le cas par exemple avec PixInsight, il y a un module pour, le pré-traitement automatique des images. C'est la même chose aussi avec APP qui permet de rentrer, tous ces fichiers de pré-traitement, de calibration et d'obtenir, une image au final qui est assez propre. Ou parfois même si vous n'avez pas de gros défauts ou de grosses choses à gérer sur vos images, vous allez obtenir, quelque chose de tout à fait comparable, avec ce que vous pourriez faire en pré-traitement manuel, en vraiment vérifiant chacune des étapes. Et il y a aussi d'autres logiciels qui proposent, ça réellement de manière totalement automatique comme Deep Sky Stacker, DSS, qui donne de bons résultats. On peut pas dire le contraire, hein. C'est assez simple, on met tous les fichiers, on charge tous les fichiers et le logiciel fait, toutes les opérations nécessaires pour faire le pré-traitement. Il y a quand même une limite à ces pré-traitements automatiques selon moi, c'est que ça vaut le coup selon les images. Après c'est pas une vérité absolue, hein, il y a des images où il y a pas de problème particulier, où on gagnera pas grand-chose. Mais je trouve que de manière générale, ça vaut le coup de passer un petit peu de temps sur le pré-traitement, d'y consacrer en tout cas un temps suffisant pour être sûr que derrière, on va traiter les meilleures données possibles. Si vous confiez ça en automatique à un script ou à un logiciel, même s'il est très bon, il va pas forcément retenir toutes les options, les meilleures aux différents stades du pré-traitement pour vous fournir la version la plus aboutie. Alors certes, sur certaines images, vous constaterez qu'il y a que très peu de différence entre la version, toute automatique qu'aura pris 5 minutes et la version, pré-traitement manuel, sur lequel vous aurez passé un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure. Bon, moi je le fais toujours en manuel. Je le fais toujours en manuel parce que je veux avoir la certitude que ce que je veux traiter au final, c'est le meilleur, que je peux avoir. Et j'ai toujours un doute sur le traitement automatique. Alors certaines images, comme je disais, ça pose pas de soucis et ça donne de bons résultats. D'autres images, la différence, elle est, tout à fait remarquable. Remarquable au sens, pas forcément gigantesque, mais elle se voit quand on va regarder dans le détail, au niveau de la finesse des étoiles, au niveau du bruit, au niveau de plein de choses possibles, des gradients, et cetera. Donc ça vaut le coup de faire le pré-traitement en manuel. Vous n'êtes pas obligé de le faire en manuel à chaque fois comme moi, mais moi voilà, je trouve que ça apporte un plus et le but de ce tuto, ça va être de vous expliquer pas à pas comment faire. Donc pour ce tuto, je vais suivre, heu, quasiment pas à pas, hein, le tutoriel que j'avais, mis en ligne sur mon site il y a quelques années déjà, sur Photon Millennium, le tuto de pré-traitement, que je vous invite, à consulter si vous avez besoin de plus de détails. Parce qu'évidemment là sur l'idée des tutos vidéo, c'est pas de rentrer dans le détail, autant que ce qu'on peut faire, à l'écrit, hein. Il y a pas mal de choses, c'est assez complet et c'est assez long. Mais si vous voulez vraiment, être sûr de maîtriser chacune des étapes du pré-traitement de votre image, je vous invite à aller regarder en détail, le tuto et toutes les étapes qu'il est possible de faire. En sachant que là, au cours de ce tuto, je vais pas rentrer autant dans le détail, mais on va essayer de faire toutes les étapes qui sont préconisées, dans le tuto, donc y compris les étapes de la j'avais découpé le tuto en différentes pistes de difficulté, piste blanche, piste bleue, piste rouge. On va faire toutes les étapes, là, y compris celle de la piste rouge. Mais toutes ne sont pas indispensables et j'y reviendrai au cours du tuto. Au cours de la vidéo, il y a
il y a des étapes qu'on peut parfois passer, sur certaines images parce que ça se justifie pas. Je pense notamment, au drizzle ou à la locale normalisation. Ça a rien d'obligatoire, c'est pas à faire systématiquement sur chaque image. Il faut être capable d'apprécier si l'image le justifie, est-ce que est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il y a une vraie justification au fait, de faire de la locale normalisation, par exemple? On va dire quelques mots, avant, de commencer ce tuto. Très rapidement, encore une fois, tout est sur le site en bien plus, détaillé, donc je vous invite vraiment à aller prendre le temps de le lire, mais au moins pour les gens qui débutent, et qui suivent, qui n'ont pas lu l'article et qui suivent, ce tuto, qui veulent en savoir plus sur le pré-traitement pour la première fois. On va dire quelques mots quand même rapides de ce que c'est que le pré-traitement, l'objectif du pré-traitement. Quand vous faites l'acquisition de vos images, astronomiques, vous obtenez à la fois du signal, mais pas que. Vous avez du signal qui provient des différents objets que vous photographiez, que ce soit des nébuleuses, des galaxies, mais vous avez également, donc vous avez ce signal donc, ce qu'on appelle photonique, heu, qui est, qui est assorti lui-même d'un bruit photonique, parce que les photons qu'on reçoit sont un petit peu dispersés dans l'atmosphère, en rentrant et ça génère un peu de bruit parasite. Mais vous avez aussi le signal thermique de la caméra et le signal d'offset, qui correspond au bruit, propre de l'électronique du capteur et qui est indépendant du temps de pause. Donc c'est, ces différents signaux qu'il va falloir, essayer de retirer. Le bruit photonique, on peut pas y faire grand-chose parce que la dispersion, elle est un petit peu homogène sur toute l'image. Le signal thermique, en revanche, lui, on va pouvoir le gérer et le retirer efficacement avec les darks, et le courant électrique, le signal d'offset, on va pouvoir le supprimer avec les bias ou fichiers bias ou offset, ce qu'on appelle bias ou offset. Donc pour rappel, quand on arrive pour faire un pré-traitement d'image, il faut avoir à ses dispositions plusieurs fichiers. Il faut avoir à la fois ces images brutes, qui contiennent tout le signal et tous les autres bruits parasites dont on vient de parler. Il faut avoir fait ces fichiers dark. Donc les fichiers dark, c'est des images qu'on fait avec le bouchon fermé, le bouchon de la caméra fermé, s'il y a un obturateur, l'obturateur fermé, et si possible le fait dans une pièce fermée ou dans le noir total. On peut recouvrir sa caméra sans boucher le ventilateur, mais on peut recouvrir sa caméra avec un linge noir. Enfin voilà, faut le faire vraiment dans le noir total et dans les mêmes conditions de température que ces images. Donc si vous refroidissez votre caméra pour les poses à moins 10 degrés ou moins 15 degrés, eh ben, il faudra faire les darks à moins 10 ou à moins 15. Alors c'est parfois compliqué à faire en été, si on refroidit beaucoup. Il y a des gens qui font ça aussi, des fois, qui vont faire les darks dans leur frigo. Bon, après, ça, chacun fait comme, fait comme il veut. Moi, j'ai jamais eu besoin de faire ça, en sachant que il n'y a pas un intérêt énorme de passer de moins 20 à moins 40. Ouais, ouais, le principal, le plus, même si votre signal thermique va être divisé par 2 à chaque palier de 5-6 degrés à peu près, ça dépend aussi des caméras. Mais donc plus vous refroidissez, plus vous avez diminué le bruit thermique. Et au-delà d'une certaine température, le gain devient un petit peu marginal. Il y a des gens qui sont constants toute l'année, qui essayent de faire moins 10 toute l'année. Moi, je sais que sur ma caméra, j'ai un delta de moins 45, moins 50 par rapport à la température ambiante. Et l'été, en gros, même quand il fait chaud, il peut faire 20, 25 degrés. Donc je sais que moi, là, je vais faire mes images, ça dépend des caméras, mais en moins 15 ou moins 20. Et je vais faire ça toute l'année, même si l'hiver, quand il fait 0, je pourrais descendre à moins 40, mais ça n'a pas d'intérêt que je descende à moins 40 plutôt que moins 20. Moins 20, c'est déjà très bien. L'essentiel, c'est vraiment de descendre en dessous de 0 pour limiter au plus le bruit. Après, plus vous pouvez refroidir, mieux c'est. Et moi, je fais ça un peu par facilité, parce que comme ça, j'ai une bibliothèque de dark qui est à moins 20, et je me pose pas de questions, que ça soit l'été ou l'hiver, c'est moins 20, et ça m'évite d'avoir à en faire beaucoup, parce que ça peut prendre aussi du temps de constituer une bibliothèque de dark quand vous faites des images qui sont
à 900 secondes et que vous en faut quand même un certain nombre pour justement faire disparaître le bruit et garder que le signal thermique. Il faut en faire une cinquantaine, une soixantaine, ben, ça prend du temps. Si vous faites des pauses plus courtes, ça peut être plus rapide de faire des bibliothèques de Dark à certaines valeurs intermédiaires. Moi, dans mon cas, ça en a pas. Et pour le signal d'offset, quand on va gérer par les BIAS, et ben ces images BIAS, on les fait pareil avec la caméra fermée, à la même température que les acquisitions, et avec le plus petit temps de pause possible. Donc ça, après, ça dépend de votre caméra, selon que vous avez un obturateur mécanique, électronique, vous pourrez descendre plus ou moins. Le but, c'est vraiment de faire le plus petit temps de pause possible pour ne garder que le signal un peu parasite du capteur. Et ces images-là, une fois qu'on en a, alors ça suit la même règle que les images astronomiques. Quand on conseille plutôt que de faire une seule pause de 6 heures sur un objet, ben on va la diviser en plein de petites pauses de 5 minutes ou 10 minutes, parce que plus on va additionner d'images, plus on va augmenter le rapport signal sur bruit de l'image. C'est-à-dire que à force d'additionner des images, on va mettre en avant le signal et réduire le bruit. Et au final, on va avoir une image où le signal sera bien plus important que le bruit par rapport à une image unitaire. Parce que si vous avez déjà fait un peu de pré-traitement, vous l'avez constaté. Si vous n'en avez jamais fait, vous allez voir que c'est très très spectaculaire parce qu'on gagne vraiment et on arrive à voir des objets, faire ressortir des objets du fond de ciel qui n'apparaissent pas sur les images unitaires. Quand vous avez un signal très faible dans le fond de ciel, c'est très dur sur une image unitaire de faire la différence entre ce qui est du signal et du bruit. Mais quand on accumule 10, 20, 50, 100 images, et ben au final la différence elle se voit bien. Alors cette différence, elle va être dictée par le nombre d'images que vous additionnez. Et ça suit une règle assez simple, l'augmentation du rapport signal sur bruit, il augmente avec la racine carrée du nombre d'images que vous allez additionner. Si vous additionnez uniquement 2 images, bah vous gagnerez que 1,44 en rapport signal sur bruit par rapport à une image unitaire. Si vous additionnez 100 images, vous gagnerez, donc racine de 100, vous gagnerez 10 en termes de rapport signal sur bruit par rapport à une image unitaire. Donc c'est déjà c'est très intéressant et on pose souvent la question de savoir jusqu'à quel point il faut diviser. Alors ça c'est un débat dans lequel on va pas rentrer. Est-ce qu'il faut mieux faire énormément de petites pauses courtes ou plus de pauses un petit peu longues? Il n'y a pas de vérité absolue en la matière. Il y a quelques points fondamentaux à respecter, notamment au moins qu'il y ait une différence suffisante on parle de la règle des 3 sigma, qui est au moins 3 fois plus de signal que le bruit d'offset sur les images unitaires. Mais bon, en pratique, ça peut conduire à des temps de pause très courts et ça se concrétise pas derrière si vous additionnez énormément d'images avec un très faible temps de pause. Au final, vous n'aurez pas forcément une image qui sera meilleure qu'avec des pauses un petit peu plus longues sur lesquelles le signal aura eu le temps quand même de s'emmagasiner un petit peu plus. Donc la question n'est pas tranchée et de toute façon on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Donc on résume, on a nos fichiers light de l'image d'acquisition unitaire, on a nos dark, on a nos BIAS, il faut encore corriger un type de défaut sur nos images, c'est le défaut d'uniformité. Le défaut d'uniformité est lié au fait que la lumière elle est perçue de manière uniforme sur le capteur, soit parce que vous avez du vignettage sur votre chemin optique, vous avez des bords un petit peu plus sombres que le centre, qui est un peu mieux éclairé, soit vous avez des poussières sur le capteur ou sur vos filtres, et ça vous crée des petits points ou des donuts sur l'image finale, soit ça vient de l'optique de l'instrument tout simplement. Et puis vous avez d'autres signaux après parasites tels que la pollution lumineuse, la présence de la lune, mais ça se traite sur les images elles-mêmes, on peut pas y faire grand-chose avec des fichiers qui sont bien reproductibles. En revanche, pour tout ce qui est défaut d'uniformité du capteur, on va réaliser une série de flats, c'est ce qu'on appelle des flats, donc c'est des plages de lumière uniformes en français, on va prendre une source qui est bien propre, qui est bien uniformément éclairée, et on va faire des images
de ça pour voir où sont les défauts d'uniformité du capteur. Alors soit vous avez un écran à flat, soit vous pouvez le faire directement sur le ciel en fin de nuit quand le ciel commence à être clair, pas trop clair, parce qu'il faut garder des temps de pause quand même un petit peu courts. Et en général, on préconise de faire ces flats à peu près aux 2 tiers de l'histogramme pour avoir quelque chose de propre qu'on puisse exploiter ensuite au pré-traitement. Donc il va falloir d'une part créer les masters dark, cumuler tous les master cards, parce que ça soit pour les dark, les flats ou les bias, ça suit la même règle que pour les images de l'objet lui-même, c'est-à-dire que plus on va en empiler, plus on va faire ressortir vraiment ce qui est du bruit reproductible, du bruit aléatoire sur chacune des poses, parce que sur les offsets et sur les dark, vous avez aussi du bruit aléatoire, et le fait de cumuler beaucoup de ces fichiers va permettre d'avoir un dark vraiment propre, qui correspond vraiment aux défauts reproductibles de la caméra. L'idée des darks, c'est surtout de supprimer les pixels chauds, puisque vous avez certains pixels qui vont plus vite chauffer, d'autres qui vont plus vite monter en signal, d'autres qui vont être un peu froids, qui vont au contraire rester plus sombres que les autres. Et donc le but, c'est quand on a d'identifier ces pixels chauds, ces pixels froids, et d'être capable de compenser sur l'image finale pour que ils aient tous qu'il y ait une homogénéité globale à ce niveau-là. Et donc, pour ces fichiers de calibration, ça suit la même règle que pour les lights, c'est le rapport signal-survie va augmenter en fonction du nombre d'images combinées. Donc, c'est pas tout à fait la même chose pour chacun des fichiers, notamment pour les flats. Les flats, comme on vise 66% de l'histogramme, si c'est sur des temps de pause qui sont pas trop longs, on va être sur un bruit qui va être très très marginal par rapport au signal. Le signal lumineux va être vraiment prédominant et ça va pas apporter énormément de bruit. Donc il n'y a pas besoin de le réduire outre mesure, c'est plus, on cherche plus à moyenner un petit peu ces images-là pour être sûr d'avoir quelque chose qui soit conforme à la réalité. Donc moi en pratique des flats, j'en fais une 12aine par couche, par filtre, pour chaque image. Il y a des gens qui en font plus, je suis pas certain que ça soit extrêmement bénéfique d'en faire plus. Ouais, voilà, ça donne de très bons résultats, moi, avec 12. On pourrait même sûrement en faire moins, avec 5 ou 6. Voilà. L'essentiel, en tout cas, c'est l'essentiel, c'est d'avoir de bons flats. De bons flats, c'est-à-dire des flats qui soient pas même faussés par quelque chose d'autre, parce que là, ça entraîne des altérations sur l'image qui vont être compliquées à rattraper ensuite au traitement. Donc il faut mieux avoir une petite série de flats bien faits qu'une grande série de flats mal faits. En revanche, c'est quelque chose qui est plus crucial pour les offsets et pour les darks. Là, on va chercher vraiment à avoir un nombre d'images de calibration suffisant pour que ça soit, ça permette d'avoir un fichier propre à la fin, le plus propre possible, parce que on peut lire souvent que le but du pré-traitement, d'enlever de soustraire le dark, de diviser par l'offset, etc. C'est par la PLU moins l'offset. C'est le but, c'est d'enlever du bruit. Non, il faut savoir que ces opérations-là vont ajouter du bruit à l'image, mais le but c'est qu'elles en ajoutent le moins possible. Et pour qu'elles en ajoutent le moins possible, il faut faire un nombre de fichiers de calibration, en tout cas pour les bias, donc les offsets, et pour les dark, qui soit suffisant. Moi, à titre personnel, ma bibliothèque de dark, c'est 64 dark pour un master dark, et c'est 101 offset pour un master offset ou un master bias. C'est quelque chose, je pense, qui est bien en termes de qualité. On est sur quelque chose d'assez qualitatif. Peut-être trop, peut-être que ça changerait pas grand-chose si je faisais que 50 dark ou 36 dark et 50 offset, mais il faut pas perdre de vue que les offsets, c'est extrêmement rapide à réaliser, puisque c'est le temps de pause minimum de la caméra, donc c'est très rapide de faire 101 offset. Avec 101 offset, ou 100, j'en fais 101 parce que faut que ça tombe, pour que ça tombe sur un nombre impair, parce que dans les calculs derrière, ça utilise la médiane. Donc voilà, mais maintenant tous les logiciels savent faire une médiane, même avec un nombre de fichiers pairs. Bon voilà, je suis resté sur cette habitude, donc j'en ai 101, donc j'augmente par 10 mon rapport signal sur bruit pour l'offset. Et avec les dark, je suis à 64, donc je suis à 8. Un gain en rapport signal sur bruit de 8 pour les dark.
Je pense que c'est suffisant. C'est déjà, comme je fais des pauses qui sont assez longues, c'est typiquement 300 secondes, 600 secondes ou 900 secondes. Voilà, quand il faut faire 64 pauses de 900 secondes, rien que pour faire les darks, voilà, c'est déjà assez long. Mais encore une fois, là, le but, c'est mieux d'avoir un nombre de fichiers de calibration limité, mais de bonne qualité, que d'en faire trop dans des mauvaises conditions. Notamment pour les darks, si vous n'avez pas une caméra qui refroidit et que vous pouvez pas réguler précisément la température. Ça, c'est souvent le cas des APN qui sont pas refroidis, des appareils photo. Dans ce cas-là, il faut mieux faire une courte série de dark que faire une longue série avec la température qui fluctue, qui change, qui est pas la même, et de se retrouver à la fin à empiler tout ça. Là, c'est des cas où soit on va rajouter, on va pas gagner en rapport ciel sur bruit, on va rajouter du bruit à l'image, et en plus on risque de fausser le pré-traitement parce qu'on va introduire des fichiers qui n'ont pas été pris à la même température, etc. Avec une caméra CCD ou une CMOS avec une température régulée, c'est beaucoup plus simple. Ça dépend vraiment du temps que vous voulez y consacrer. Voilà, sachez que déjà si vous gagnez déjà un rapport 5 ou 6 dans le ciel sur bruit, donc avec 25-36 images, vous êtes déjà très bien. Voilà. Voilà, on en a fini pour cette première partie un peu récapitulative sur les grands principes du pré-traitement. La suite dans la prochaine vidéo, dans laquelle on va véritablement mettre en pratique ces différents aspects pour réussir à avoir une image empilée finale qui soit propre et sur laquelle on puisse travailler au mieux ensuite lors du traitement. Je vous invite à basculer directement sur la deuxième vidéo. Sinon, si vous voulez faire une petite pause ou une grosse pause, eh ben écoutez, à bientôt. Allez, salut.